Je voudrais ajouter que lorsque vous m'aviez contacté, Monsieur de Riclès, vous m'aviez dit il serait bon de parler de l'épigénétique et justement de voir si l'épigénétique peut, d'une certaine manière, remettre en cause la théorie de l'évolution. Et puis vous avez ajouté ultérieurement à ceci les normes de réaction et puis la plasticité phénotypique, pensant sans doute, non à tort, je pense que toutes ces théories ou tous ces modèles partagent en quelque sorte probablement des points communs, en particulier dans cette remise en cause de la théorie de l'évolution, ou une apparente remise en cause de la théorie de l'évolution. Et ce que je vais donc faire, j'avais dit que c'est un catalogue à la Prévert, parce qu'on pourrait dire c'est très différent, et effectivement, vous avez raison, il y a des points communs, et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors le plan que je vais suivre est d'abord parler rapidement de l'épigénétique, puis de la plasticité phénotypique, et j'inclurai dedans les normes de réaction, et puis ensuite, je chercherai à voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différents phénomènes et est-ce constitue-t-il réellement un défi pour la théorie de l'évolution. Alors évidemment que je vais parler de sujets très différents et chacun très complexes. Je vais malheureusement les survoler. Je ne vais pas pouvoir être aussi précis que ne l'ont été les deux conférenciers précédents. Et quelquefois, je vais être sans doute beaucoup trop simplificateur. Alors, en ce qui concerne l'épigénétique, je pense qu'un certain nombre de rappels historiques sont nécessaires. Le premier, c'est qu'en réalité, il y a eu deux introductions successives du terme épigénétique, et des introductions, comme on va le voir, avec des significations différentes. La première fois, c'est par Conrad Waddington, au début des années 1940. La signification du terme épigénétique pour Waddington est très claire. C'est de créer une nouvelle science de la génétique qui ne s'intéresserait pas, comme le faisait la génétique de son époque, uniquement à la caractérisation des gènes et à leur positionnement sur les chromosomes, mais qui tenterait réellement d'expliquer, de comprendre le rôle des gènes dans la formation du phénotype et donc en particulier dans le développement embryonnaire. Le terme épigénétique est la superposition de épigénèse, ou le croisement, si vous voulez, de épigénèse, c'est-à-dire l'étude du développement embryonnaire, donc la construction progressive de l'organisme, et du terme génétique, puisque l'objectif de Waddington est de rappeler aux biologistes du développement de son époque, et en particulier à l'école dominante qui est l'école allemande, en particulier dirigée par Hans Spemann, de leur rappeler que les gènes sont des acteurs essentiels du développement embryonnaire. D'où le terme, donc, épigénétique. Néanmoins, je pense qu'il faut ajouter à ceci que, en même temps qu'il introduit ce terme, au fond assez neutre, puisque c'est simplement la science qui doit tenter de décrire le lien entre le génotype et le phénotype, Conrad Waddington va introduire aussi une certaine vision de ces relations entre le génotype et le phénotype. Et cette image, cette vision particulière est particulièrement bien représentée par le paysage épigénétique, ce qui est une représentation que Waddington va introduire dès 1940. Là, j'ai emprunté deux représentations un peu plus tardives de 1957. Ce paysage épigénétique, c'est le chemin que suivent les cellules au cours de leur différenciation. Donc les cellules peuvent être symbolisées, comme vous le voyez à gauche, par une sorte de boule, et cette boule va rouler le long du paysage, le long des vallées, et ce mouvement représente la différenciation cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette image, dans cette métaphore? Il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'évidemment, ce chemin de différenciation est dû à l'action des gènes. Et ceci, Waddington le symbolise par la représentation de droite, qui est la contribution des gènes au paysage épigénétique. Comme vous le voyez, les gènes, c'est les pieux noirs, et au fond, ce sont les gènes qui conditionnent la forme du paysage épigénétique. Mais ce qui est important, c'est de voir que le paysage épigénétique est dû à l'action de multiples gènes. Donc, un phénotype donné, ici un chemin de différenciation, est engendré par l'action de multiples gènes. Il y a une complexité dans la relation entre les gènes et le phénotype. Deuxième élément, vous savez, que va introduire aussi Conrad Waddington, c'est l'idée que ces chemins de différenciation, ils connaissent des phases différentes. Il peut y avoir des phases critiques, par exemple lorsque la boule ici se trouve au sommet d'un monticule, parce qu'à ce moment-là, un rien va faire qu'elle va s'engager dans une vallée ou dans l'autre.
Ce sont les périodes critiques du développement dans lesquelles des légères variations, par exemple de l'environnement, peuvent provoquer la différenciation cellulaire dans une direction ou dans une autre. Et puis, il y a le déroulement normal du développement qui correspond au mouvement le long d'une vallée, et ce mouvement est donc parfaitement bien réglé puisque la boule suit une vallée, et c'est à cela que Waddington va donner le terme de canalisation. La canalisation, c'est donc cette robustesse du développement. Point important, c'est que cette robustesse est elle aussi due à l'action des gènes, et qu'au cours de l'évolution, les variations des gènes, les mutations, peuvent soit altérer le chemin de développement, soit simplement modifier la canalisation, la robustesse du chemin de différenciation. Donc les mutations peuvent avoir une double action. Et puis, dernière notion qu'introduira Conrad Waddington, c'est la notion d'assimilation génétique. L'idée de Waddington est que beaucoup des mutations évolutives sont en réalité des stabilisations de variations qui se sont d'abord produites au niveau du phénotype. Vous savez qu'un des exemples que prit lui-même Waddington et qui va être repris et repris, c'est les fameuses callosités de l'autruche. Si vous observez l'autruche, au niveau des genoux de l'autruche, vous avez des callosités. On a le même phénomène chez les chameaux. À quoi sont dues? Or, ces callosités préexistent, elles sont là déjà chez les animaux jeunes. L'interprétation de Waddington est que le comportement des animaux amène effectivement physiologiquement la formation de callosités, donc ancestralement les callosités devaient se former comme une sorte d'adaptation physiologique de l'organisme à un certain comportement, et puis que sont survenues des mutations qui ont en réalité anticipé cette réaction physiologique, l'ont précédée, et du même coup ont conféré un avantage adaptatif. C'est ceci la notion d'assimilation génétique, c'est que la première variation est une variation physiologique en réponse à une variation de l'environnement ou à un comportement particulier, et que la mutation ensuite ne fait que stabiliser un phénotype qui antérieurement était créé par l'organisme en réaction à des variations de l'environnement ou à un certain comportement. La notion d'assimilation génétique n'est pas anti-darwinienne, et ceci Waddington était très clair, puisqu'elle est produite par des variations aléatoires. Alors ça, c'est le premier sens de l'épigénétique, avec cette vision un peu large que donne Waddington, et en même temps la vision particulière qu'il introduit par ses propres modèles. La deuxième notion d'épigénétique va apparaître dans les années 60-70, et c'est la vision encore dominante aujourd'hui, c'est-à-dire on parle d'épigénétique pour désigner un ensemble de mécanismes qui contrôlent l'expression des gènes et qu'ils contrôlent non pas au niveau de facteurs de transcription, comme Jacques l'a décrit dans la première conférence, mais qui contrôlent l'expression des gènes par des modifications, soit des protéines associées à l'ADN, les histones, multiples modifications, acétylation, méthylation, soit par une modification de l'ADN, la méthylation. Il est intéressant de rappeler le contexte dans lequel ces observations sur les modifications épigénétiques vont être faites. Premières observations de modification des histones apparaissent dès le début des années 60, par Alfray en 1963. La méthylation de l'ADN est supposée au milieu des années 1970, et j'ai représenté ici les deux publications qui, la même année, vont suggérer que la méthylation de l'ADN peut affecter l'expression des gènes et jouer un rôle au cours du développement embryonnaire et de la différenciation cellulaire. Il faut voir donc que l'étude de ces modifications épigénétiques est destinée à comprendre le développement embryonnaire. Et on pourrait dire que ces travaux sont très clairement développés par réaction avec les modèles proposés par les biologistes moléculaires, c'est-à-dire le modèle de l'opéron et son extension aux organismes supérieurs, parce que beaucoup d'embryologistes, de biologistes du développement, considèrent que le développement nécessite l'existence de mécanismes spécifiques et qu'il est absurde de vouloir expliquer un phénomène spécifique des organismes dits supérieurs par des mécanismes existant déjà chez les bactéries qui, elles, ne connaissent pas le développement. Donc, les mécanismes épigénétiques sont réellement recherchés, on peut dire recherchés, parce que si vous prenez ces deux articles ici qui supposent le rôle de la méthylation de l'ADN, lorsqu'ils sont proposés, il n'y a aucune preuve expérimentale que la méthylation de l'ADN joue un rôle dans la régulation des gènes. On sait que l'ADN peut être modifié, en particulier chez les bactéries, et c'est une hypothèse qu'un tel mécanisme pourrait être utile à la compréhension du développement et de la différenciation cellulaire. Alors, je ne vais pas ici
présenter les mécanismes épigénétiques tels qu'on les connaît. D'abord, bon, parce que ceci exigerait un exposé entier. Deuxième également, et que d'autres seraient beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Deuxième raison aussi, c'est parce que, en réalité, il s'agit de mécanismes contrôlant la différenciation et le développement. Or, ceci est un colloque sur l'évolution, et toute la question est de savoir quelle est la place que de tels mécanismes peuvent avoir dans l'évolution. Et ces mécanismes peuvent avoir une place s'il y a une transmission héréditaire au cours de la méiose des modifications épigénétiques. Alors, où en est-on aujourd'hui? Mon sentiment, parce qu'il y a énormément de travaux, et peut-être je n'ai pas vu tous les travaux récents, mais mon sentiment est qu'il y a des observations d'une possibilité de transmission héréditaire au cours de la méiose, puisqu'il y a transmission au cours de la mitose, ça c'est clair, mais au cours de la méiose, chez les plantes, ceci est bien démontré. Chez les animaux, il y a un certain nombre d'observations, et vous connaissez tous, vous avez sans doute tous entendu parler de la fameuse souris agouti, dans lequel il y a une épimutation qui est transmise au cours des générations et qui modifie à la fois la couleur de l'animal, la nature de son pelage. Mais si vous avez déjà assisté à un certain nombre de conférences sur ce sujet, vous avez dû voir que la souris agouti, elle ressort souvent. À chaque fois qu'on parle d'effets épigénétiques héréditaires, on parle de la souris agouti. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples à donner que la souris agouti d'un tel phénomène de transmission héréditaire. Il y a des observations de transmission héréditaire qui ne semblent pas liées au gène, mais il n'est pas toujours clair que les mécanismes en jeu soient des mécanismes épigénétiques au sens que j'ai donné. Il y a aussi les phénomènes de paramutation qui jouent un rôle chez les plantes, avec des possibilités qu'il existe aussi une paramutation chez les animaux, mais là encore il s'agit d'expériences relativement isolées. Donc en conclusion, je dirais que la transmission héréditaire des modifications épigénétiques existe peut-être, mais ce n'est pas un phénomène apparemment fréquent. Et d'autre part, même s'il y a transmission héréditaire, ce n'est pas un phénomène stable, c'est-à-dire que c'est une transmission qui va durer un certain nombre de générations. Alors j'en passe maintenant à la deuxième point, la plasticité phénotypique et les normes de réaction. Alors là aussi, j'aurais pu faire un historique complexe, puisque c'est un terme utilisé depuis très longtemps en biologie. Par exemple, Darwin, on trouve le terme de plasticité chez Darwin. Je renvoie ceux qui sont intéressés au travail que fait Anthony Nicoglu à l'IHPST sur la plasticité phénotypique. Je vais me concentrer ici simplement sur une vision récente qu'en a donnée Mary-Jane West-Eberhardt, et son ouvrage de 2002 représente à peu près, on pourrait dire, 2003 représente la vision actuelle, je pense, de cette notion de plasticité phénotypique. Je vous ai mis la définition que donne Mary-Jane West-Eberhardt. Comme vous pouvez le voir, cette définition est assez large. Et effectivement, c'est une des difficultés de cette notion. J'ai passé en revue ici un certain nombre de difficultés qu'il y a à savoir exactement ce qu'on entend par plasticité. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène actif ou passif, c'est-à-dire la modification de l'organisme suite à l'environnement? Est-ce que c'est une modification directe, passive de l'organisme, ou est-ce que c'est une modification active, une réaction de l'organisme? Eh bien, suivant les cas, ça va être l'un ou ça va être l'autre. Est-ce que cette modification de l'organisme en réponse à des variations de l'environnement est-elle adaptative ou non adaptative? Là encore, on peut trouver adaptative au sens qu'elle confère un avantage à l'organisme, une adaptation physiologique. Est-elle continue ou discontinue? Si elle est continue, eh bien la plasticité phénotypique rejoint alors les normes de réaction, qui sont une notion développée par Walter Egg dès 1909, l'idée que pour un génotype donné, on peut avoir des variations du phénotype en fonction, par exemple, des variations d'un paramètre de l'environnement. Et on peut représenter la courbe de variation du phénotype en fonction de la courbe de la variation de ce paramètre de l'environnement. Mais là, il s'agit de variations continues. Or, quelquefois, par plasticité, on va appeler des changements discontinus de l'organisme qui changent totalement sa forme. Est-ce que c'est un phénomène réversible ou irréversible? Est-ce que si on arrête la perturbation, l'organisme va revenir à son état de départ? Là encore, eh bien, on peut trouver les deux acceptions. Et je pense que surtout, il y a au fond deux visions opposées qu'on retrouve dans cette notion de plasticité. La première, c'est de dire que l'organisme, en fait, réagit en limitant les variations de l'environnement. Et dans ce cas-là, la plasticité n'est guère plus qu'une notion bien connue des biologistes depuis très longtemps, qui est l'homéostasie ou la régulation.
C'est-à-dire les organismes sont capables de faire face à des variations en les tempérant, en revenant à une sorte d'état stable. Ou bien alors, au contraire, la plasticité va être vue comme le fait qu'au contraire, une petite variation de l'environnement peut avoir une répercussion dramatique chez l'organisme et par exemple conduire à des formes alternatives du phénotype, phénomène qu'on appelle le polyphénisme. Et puis, dernière chose, c'est que quelquefois on utilise la plasticité, le terme de plasticité phénotypique, pour en réalité rendre compte simplement d'une évolution traditionnelle, puisqu'on va dire par exemple qu'un organisme est plastique, a une plasticité phénotypique s'il peut altérer son comportement ou sa structure en un nombre limité de générations. Dans ce cas-là, ça veut dire simplement qu'il faut peu d'événements génétiques pour pouvoir basculer d'un certain phénotype à un autre, par exemple changer une histoire de vie. Mais dans ce cas-là, on est dans une évolution darwinienne tout à fait classique. Alors, je ne vais pas trancher, mais tous ces sens simplement sont utilisés. C'est une observation qu'on peut faire. Alors, je voudrais poser quelques questions. Y a-t-il vraiment une unité derrière ces acceptions aussi différentes? Peut-on parler d'une théorie générale de la plasticité phénotypique? Je n'en suis pas convaincu. En particulier, je ne suis pas convaincu du fait qu'on puisse faire rentrer dans la plasticité phénotypique, si elle existe, sous catégorie, des phénomènes comme ceux-ci qui sont les bruits moléculaires. La variabilité des processus biologiques au niveau moléculaire liés à la petite vitesse des réactions, au petit nombre de molécules. Ceci est fait par beaucoup de gens qui parlent de plasticité phénotypique. Par exemple, Mary-Jane West-Eberhard dit qu'on trouve au niveau moléculaire les preuves de la plasticité phénotypique par l'existence de tels phénomènes. S'agit-il vraiment de plasticité ou simplement de variabilité? N'y a-t-il pas confusion entre les deux notions? Deuxièmement, s'il y a plasticité, et si jamais on pouvait admettre que tous ces phénomènes rentrent dans la plasticité, est-ce qu'il est évident qu'il y a un lien entre ces plasticités à des niveaux différents d'organisation? En particulier, est-ce que l'existence de phénomènes comme le bruit moléculaire peut être utilisée comme une explication de la plasticité à un niveau plus intégratif au niveau de l'organisme? Là aussi, je n'en suis pas convaincu. Et puis, dernier point, c'est que dans l'ouvrage de Mary-Jane West-Eberhard et dans d'autres écrits, on dit que la plasticité phénotypique est liée à la démonstration que les organismes sont construits de manière modulaire, qu'il y a une modularité au sein du vivant. Là encore, le lien, n'est pas évident. Deuxièmement, vous savez que la modularité, c'est un concept très utilisé aujourd'hui, mais aussi très difficile à définir. Il y a de multiples sens du mot modularité. Et troisièmement, le lien entre modularité et plasticité n'est pas évident. Certains voient la modularité à l'origine de la plasticité, d'autres voient la plasticité comme à l'origine de la modularité. Alors, ce détour, et qu'est-ce qu'il y a de commun donc entre tous ces phénomènes sur lesquels je suis passé trop rapidement, épigénétique, nombre de réactions, plasticité, phénotypique? Je pense qu'il y a trois éléments qu'on peut retrouver et qui sont d'une certaine manière des oppositions à la vision dominante de la théorie de l'évolution au moment où ces notions ont été proposées en tout cas. Premièrement, c'est qu'il y a une opposition à une vision réductionniste et déterministe, c'est-à-dire en particulier à l'idée qu'un gène va contrôler une caractéristique de l'organisme. Que ce soit dans l'épigénétique première version de Conrad Waddington, que ce soit dans l'épigénétique moderne, que ce soit dans la plasticité phénotypique, il y a toujours l'idée récurrente que les relations entre le génotype et le phénotype sont plus complexes que la vision un peu simplifiée, réductionniste, que l'on a, où on ramène des structures complexes de l'organisme à l'action de quelques gènes. Deuxième caractéristique, c'est que les relations entre l'organisme et l'environnement sont plus complexes que la vision, quelquefois, qui est un peu caricaturale, qui est donnée dans le cadre de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'environnement change et puis les variations se produisent et le mieux adapté des organismes va survivre dans le nouvel environnement. En réalité, il y a l'idée récurrente dans tous ces modèles qu'il y a un aller-retour entre l'organisme et l'environnement. Je reviendrai sur ce point. Troisième idée qui est commune aussi, c'est qu'il ne faut pas se limiter à l'hérédité génétique. Il y a d'autres formes d'hérédité que l'hérédité génétique. Bon, ceci est évident lorsqu'on dit aujourd'hui que les modifications épigénétiques, les épimutations pourraient être transmises à la descendance. C'est une idée qui a été beaucoup développée par un mouvement qu'on a appelé la DST, c'est-à-dire l'étude des systèmes de différenciation, la théorie des systèmes de différenciation, avec l'idée qu'il ne faut pas valoriser indûment l'hérédité génétique.
mais qu'il y a d'autres formes d'hérédité, comme hérédité de la matière, et c'est vrai que les organismes vivants ont une certaine hérédité de la matière, hérédité de certaines structures, etc. Il y aurait d'autres formes d'hérédité qu'il faudrait mettre sur le même plan. Alors, est-ce que ces modèles sont un défi pour la théorie de l'évolution? Premièrement, on peut dire que ce ne sont pas des idées tout à fait nouvelles. Comme je l'ai dit, il y a une tradition déjà ancienne, mais je voudrais juste vous donner une citation d'Herbert Spencer Jennings, qui était un spécialiste des paramécies en 1924, dans lequel il décrivait les relations entre l'hérédité et l'environnement. Évidemment, le langage qu'il utilise n'est pas le langage d'aujourd'hui, mais néanmoins, je pense qu'il montre bien les relations qu'il y a entre l'hérédité et l'environnement, et qu'un organisme ne va pas être le même à génotype constant, avec la même hérédité, si l'environnement est différent. Deuxième chose, c'est que je crois que l'idée, par exemple, que l'hérédité de l'environnement concourt à déterminer le phénotype n'est plus une idée révolutionnaire dans la biologie contemporaine. Et là encore, je voudrais juste l'illustrer par une image que j'aime bien, parce que c'est un article qui avait été publié en Science en 2002 par Dean Hammer. Ceux d'entre vous qui se souviennent, Dean Hammer a été un généticien américain qui a été les plus impliqués dans l'idée qu'il y avait des gènes du comportement. Il avait publié plusieurs travaux sensationnels à la fin des années 90 sur les gènes, par exemple, de l'homosexualité. Or, cet article constituait d'une certaine manière un aveu peut-être d'une vision un peu trop simplifiée, simpliste qu'il avait eue. Et là, vous voyez qu'il présentait l'ancienne vision, les gènes permettent des comportements, donc il y a un déterminisme génétique strict. Et il disait la nouvelle vision qui peu à peu s'élabore, c'est que les gènes et l'environnement contribuent tous à la formation du cerveau de manière complexe, et c'est ce cerveau qui a été ainsi modifié par à la fois, structuré à la fois par l'action des gènes et de l'environnement, qui va être responsable des comportements. Donc, cette idée a pu être révolutionnaire à une idée d'une action commune, elle ne l'est plus aujourd'hui dans la biologie. Je crois que le troisième point, c'est qu'il existe un certain nombre de phénomènes, effectivement, que j'ai décrits, ou bien de plasticité, ou bien des phénomènes épigénétiques même transmissibles, mais je pense que la question importante, c'est l'ampleur qu'ont ces phénomènes. On a trop tendance à penser que si de tels phénomènes existent, alors ça veut dire que la théorie traditionnelle, par exemple, de l'évolution par mutation et sélection, ne serait plus valable. Même si de tels phénomènes existent, le point important, c'est quelle est leur ampleur, quelle est la contribution qu'ils ont à l'évolution des formes vivantes. Or, je pense aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas été regardé, parce que depuis quelques années, beaucoup de recherches ont été faites pour essayer de détecter tel phénomène. Il me semble que la conclusion, au moins aujourd'hui, est que si ces phénomènes existent, ils sont d'une ampleur relativement limitée. Élément suivant, c'est que même s'il existe d'autres formes d'hérédité, même s'il existe par exemple une hérédité épigénétique, ceci ne veut pas dire pour autant qu'il y a un retour à une hérédité lamarckienne. Parce que ces variations épigénétiques, rien ne prouve qu'elles soient toujours adaptatives, et rien ne prouve, comme l'exigerait une théorie lamarckienne de l'évolution, qu'elles constituent une réponse adaptée de l'organisme aux variations de l'environnement. Ensuite, et ça sera un petit peu ma conclusion, les idées que j'ai mentionnées à la fois de plasticité phénotypique, aussi certains modèles d'épigénétique, sont des idées qui ne sont pas forcément qui n'ont pas été, au moins si on regarde le passé où c'est plus facile de tirer des conclusions, qui n'ont pas été toujours utiles au progrès des sciences. D'abord parce que je pense que dire c'est plus compliqué qu'on ne croit, et c'est un peu ce qui est récurrent dans tous ces modèles. Évidemment, c'est une attitude toujours possible, mais ce n'est pas une attitude tellement positive en science. Je pense qu'il vaut mieux d'abord simplifier, quitte à se rendre compte que la simplification est excessive et qu'il faut aller au-delà. Le chemin inverse, qui est de dire c'est pas aussi simple, c'est sûrement plus complexe, mais sans dire comment, n'est pas toujours très positif. Deuxièmement, si on prend de manière plus concrète, je voudrais juste rappeler un épisode qui n'est peut-être pas très connu, c'est l'existence des théories cyclogéniques dans la microbiologie dans la première partie du XXe siècle. Ces théories affirmaient que les bactéries pouvaient, au cours de leur vie, passer par des formes, des stades très différents.
Et donc il y avait un cyclogénique, voulant dire qu'il y avait un cycle de ces formes différentes des bactéries. Les théories cyclogéniques, donc, qui impliquaient une plasticité extraordinaire du monde microbien, ces théories, clairement, ont eu un rôle négatif sur le développement de la génétique bactérienne, ont freiné, pendant la première moitié du XXe siècle, le développement de la génétique bactérienne. Et puis, dernier point, c'est qu'il y a, quelquefois, dans ces théories, il y a effectivement une certaine vision métaphysique, probablement, de la vie, avec ses caractéristiques d'inventivité, d'adaptativité. Il y a une certaine métaphysique qui n'est pas loin de certains de ces modèles alternatifs. Alors, il ne s'agit pas ici de stigmatiser, dire que tous ces travaux, comme on le dit quelquefois, sont le cheval de Troie d'une vision vitaliste qui cherche à rentrer en biologie. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'accuser tous les gens qui proposent ça d'avoir une métaphysique cachée qui vont nous faire exploser à la figure un jour. Il ne faut pas faire comme on l'a fait aux États-Unis, par exemple, comme l'ont fait certains évolutionnistes, accuser Gould d'être un créationniste simplement parce qu'il remettait en cause certaines des caractéristiques de la théorie de l'évolution ou certaines des interprétations de la théorie de l'évolution. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'une certaine insistance sur la plasticité du vivant, sur son adaptabilité, peuvent éventuellement avoir des résonances avec des visions métaphysiques du passé. Voilà, merci. Bien, je remercie Michel Morange de cette mise au point particulièrement éclairante sur un sujet actuellement très débattu. Nous avons quelques minutes et s'il y a une ou deux questions, aussi bien pour Michel Morange que pour les deux autres intervenants de l'après-midi, on peut peut-être prendre une ou deux questions avant de poursuivre. Monsieur Morange, je vous suis depuis très longtemps, je suis médecin. Et l'adaptation, pour le médecin, c'est une chose fondamentale. Je suis en particulier médecin du sport, et l'adaptabilité du corps humain est évidemment une donnée basique. Donc, vous lui faites un peu la peau à la fin de votre exposé, mais est-ce que vous pouvez être plus explicite sur ce que vous venez de dire ? Je me doute bien que vous ne lui faites pas la peau, mais vous n'êtes pas assez explicite, je veux dire. D'accord, effectivement. Bon, que l'adaptation existe, oui, l'adaptation physiologique en partie, mais disons l'adaptation générale, tout à fait. Le point que j'ai soulevé, c'est plutôt l'origine de cette adaptation. C'est-à-dire, est-ce que cette adaptation résulte, comme dans la théorie darwinienne, simplement de l'existence de variations, de mutations, et qu'ensuite, les mutations qui vont donner les phénotypes les mieux adaptés vont ensuite permettre à ces organismes de l'emporter sur les autres? Ou est-ce que cette adaptation physiologique qu'on peut observer, est-ce que c'est elle qui va être le moteur de l'évolution? Alors, et là encore, il faut aller un peu plus loin, parce que je vous ai présenté le modèle de Conrad Huntington, qui est donc de l'assimilation génétique, qui suppose que la première réponse est l'adaptation physiologique, et qu'ensuite, les mutations peuvent stabiliser. Un tel modèle n'est pas du tout incompatible avec la théorie darwinienne de l'évolution. Là, simplement, les limites, c'est que je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de cas où on peut dire que, bon, il y en a sans doute certains, mais un nombre limité, où on peut dire qu'effectivement, ce scénario de l'assimilation génétique a joué un rôle dans l'évolution des formes vivantes. Maintenant, ceci n'enlève rien au fait que l'adaptation physiologique existe dans le monde vivant, et que cette adaptation physiologique, elle est effectivement certainement un atout, une richesse pour les organismes qui la possèdent. Elle leur permet de faire face à des variations de l'environnement. Et donc l'adaptation physiologique est un avantage qui peut être tout à fait sélectionné par la sélection naturelle. Ce que je combats un peu ici, c'est l'idée, si vous voulez, lamarckienne, que l'organisme s'adapte et que cette adaptation est transmise directement à la descendance par des mécanismes qui, justement, aujourd'hui restent inconnus, probablement parce qu'ils n'existent pas. Par contre, que l'adaptabilité des organismes existe et que la sélection naturelle, les variations et la sélection naturelle puissent
en quelque sorte favoriser l'adaptabilité des organismes, oui. Donc j'espère que j'ai été un peu plus clair, peut-être. Je voudrais peut-être ajouter un point à cette réponse. Il me semble que l'ambiguïté est d'ordre sémantique et provient de la signification multivoque du terme adaptation en langue française. L'adaptation a au moins dans la langue française 3 sens très différents. D'une part, il faut considérer l'adaptation en tant qu'état présent d'un organisme en situation de survivre dans son environnement. Ça correspond à une vision en quelque sorte statique de l'adaptation, c'est un état, et ça correspond exactement à la conception qu'avait développée Cuvier sous le nom de conditions d'existence. Puis il y a 2 autres acceptions, et qui ne sont pas des acceptions statiques, mais qui sont des acceptions dynamiques. Il y a une première acception dynamique qui est celle qui est très fréquemment utilisée dans le monde biomédical, celui du sport, etc., qui est une adaptation essentiellement épigénétique de l'organisme individuel qui, par l'usage ou le non-usage de sa musculature, par exemple, va plus ou moins développer ses biceps. Je pense qu'il serait bon, pour la clarté, d'employer peut-être un terme comme celui d'acclimatation ou un terme alternatif autre à choisir pour ce sens du mot adaptation qui n'intéresse véritablement que le phénotype individuel. Enfin, pour les évolutionnistes, l'adaptation sens 3 est encore un processus, mais c'est évidemment le processus qui est médié par la sélection naturelle et qui s'exerce au niveau populationnel. Bon,